À nouveau, bienvenue à tous et nous allons démarrer l'invité de ce soir avec ce thème Togo, CENI, statu quo, recomposition ou refondation. Pour répondre bien sûr à cette question, nous avons sur ce plateau Mohamed Madi Diabakate. Il est bien sûr politologue et expert électoral. Madi Diabakate Mohamed, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs plutôt. Alors quand on dit CENI, quelle idée vous vient en tête? Alors quand on dit CENI, la première idée c'est qu'il y a élection et après il y a contestation. Il y a élection et après contestation. Il y a contestation. Alors appel à la recomposition ou refondation de la CENI à quelques mois des échéances présidentielles de 2020. Justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment-ci? Non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller au scrutin 2020 et tout le monde en appelle dans une certaine mesure à une recomposition ou bien, bon, à une discussion sur la CENI. Vous avez vu, il y a plusieurs partis politiques. Il y a d'abord une lettre du président de l'ANC qui a été adressée au chef de l'État en ce sens. Après, il y a eu les sorties du CAR, il y a eu les sorties d'autres partis politiques qui demandent aujourd'hui que des conditions de transparence reviennent. Mais on sent tous que le véritable mot d'ordre ou bien la véritable préoccupation, c'est la recomposition de la CENI. Surtout que vous avez vu tout dernièrement, il y a également une conférence de presse du CAR qui demandait d'ailleurs qu'on redéfinisse l'opposition. Parce que l'opposition n'étant pas bien définie, à leur avis, cela impacterait sur la présence de l'opposition au sein des différentes institutions de la République. À commencer bien évidemment par la CENI qui préoccupe beaucoup d'entre eux. Pourquoi recomposer à chaque instant? Oui, je pense que c'est un laisser-aller qui finit par devenir une jurisprudence ou une coutume. Parce que vous voyez, à la veille de chaque scrutin, on a assisté à cette querelle autour de la CENI et qui a toujours conduit à sa recomposition. Et quand on parle effectivement de la CENI, il est important de rafraîchir la mémoire des uns des autres. C'est vrai que au lendemain de la conférence nationale souveraine, nous avons eu notre premier organe de gestion des élections qui s'appelait la CEN, la Commission électorale nationale. Et de mutation en mutation, on est arrivé aujourd'hui à ce que nous appelons la Commission électorale nationale indépendante. Oui. Mais vous verrez qu'à la veille de chaque scrutin, je prends comme premier exemple, en 1993, à la veille de la présidentielle, les gens ne s'entendaient pas sur l'organe de gestion des élections. Il a fallu qu'on se rende à Ouaga. Et justement, c'est avec l'accord de Ouaga qu'on est revenu avec la mise en place d'une commission électorale nationale, paritaire, je dirais, parce qu'à l'époque, la commission électorale était présidée d'office par le président de la Cour d'appel. Et il y avait 3 qui représentaient le pouvoir, 3 qui représentaient l'opposition, ce qui fait 7. Et il avait été demandé que d'un commun accord, le pouvoir et l'opposition trouvent 2 personnalités neutres qui devaient siéger avec eux, ce qui donnait 9. Donc déjà en 1993, on a eu cette situation et c'est la même CEN qui est restée en place pour les législatives en 1994. En 1998, il y a eu également quelques petites querelles et entre-temps, les acteurs politiques se sont dit, nous ne gardons pas le format de Ouaga, mais nous retournons au format défini par la conférence nationale souveraine. Donc on est retourné à une nouvelle CENI et CEN toujours pour 98. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté les 2 personnalités neutres et on dit le président de la Cour d'appel reste président et chacun se prend 4-4. 4 pour le pouvoir, 4 pour l'opposition. C'est ce qu'on a eu en 98. Mais vous conviendrez avec moi que peut-être 93, l'opposition n'a pas pris part au scrutin parce que l'ayant boycotté elle-même. Mais en 94 également, on est resté dans ce statu quo. Et à partir de 98, toujours avec une composition paritaire, on est arrivé à ce que vous rappelez bien sûr. Entre-temps, la présidente de la CENI d'alors qui démissionne et qui est récupérée par le général Memen. Mais c'est dire que déjà, que ce soit en 94, en 98, on avait toujours cette composition paritaire. On est arrivé en 2000 où effectivement il y a eu une évolution, où cette fois-ci la CENI a reçu un texte qui lui permettait d'être l'organe
général sur le processus. Ce n'était plus le ministère en soi-même. Mais même à partir de cette date, il a noté qu'on est retourné à une composition paritaire de la CENI. Oui. Et nous revenons également aux élections de 2007. 2007, une fois de plus, il a fallu que ce soit l'accord politique global qui guide la composition de la CENI. Et le même objectif était celui de partager les postes équitablement entre le pouvoir et l'opposition. Que ce soit maintenant en 2010, pour la présidentielle de 2010, on est encore retourné à Ouaga, on est revenu avec une nouvelle composition paritaire, toujours de la CENI. En 2012, le scénario a failli revenir, mais cette fois-ci, on a décidé de mettre dans la loi électorale ce qu'il y avait de convenu à Ouaga. Donc, sauf que la nouvelle particularité avec ceci, on était dans une sorte d'équitabilité entre le pouvoir et l'opposition, mais la société civile a fait son entrée, sauf que cette entrée reste toujours problématique parce qu'il y avait un représentant de la société civile qui était, disons, de la sensibilité du pouvoir et un représentant de la société civile de la sensibilité de l'opposition. Il y a toujours le chemin qui se dessine facilement. Il y a toujours le chemin qui se dessine facilement. Alors, donc la réalité, ça veut dire aujourd'hui, est-ce que c'est un problème de composition de la CENI? C'est la question qu'il faut se poser, même si aujourd'hui c'est ce que tout le monde veut être à la CENI. Mais est-ce que si au lendemain de chaque scrutin, il y a toujours des contestations, il y a toujours une mésentente, finalement on se demande est-ce que le problème c'est la composition de la CENI? On est en droit de se dire mais c'est comme si on laisse la proie et on court derrière l'ombre pour la chasser. Et c'est ça le constat aujourd'hui quand on veut parler de notre CENI et de tout le débat qui s'en... Alors, Mohamed Madi Diabakate, d'aucuns proposent la recomposition, d'aucuns disent refondation. C'est quoi finalement la différence? Non, je pense que la recomposition, c'est rentrer dans ce même scénario jurisprudentiel qu'on a connu depuis 1993. La refondation, c'est se questionner aujourd'hui. Est-ce que les textes qui gouvernent l'activité de la CENI elle-même ne sont pas des handicaps à l'accomplissement de sa mission? Et si oui, est-ce que la composition même de la CENI n'est pas un handicap également à sa mission? Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a un débat entre la nécessité d'une CENI technique ou la prorogation d'une CENI politique. Et ce débat, malheureusement, les deux courants se retrouvent d'accord sur le fait qu'il faut continuer sur la CENI politique et oublier la CENI technique. Mais quand vous prenez fondamentalement les textes de la CENI, aujourd'hui, on se pose des questions parce que la loi a des contradictions en elle-même qui ne permettent pas une bonne tenue du scrutin. Quand vous prenez déjà le fait que on dit que la CENI, elle est indépendante, mais déjà, elle travaille avec le ministère. Et quand vous avez vu, lors des élections passées, où le ministère a pu s'autoriser d'envoyer, le ministre de l'administration territoriale a pu s'autoriser d'envoyer un courrier au président de la CENI pour lui dire que des organisations qui devaient superviser le scrutin, des organisations de la société civile qui devaient superviser le scrutin, qu'ils n'étaient pas d'accord avec et qu'ils doutaient de la provenance de leur financement, ça veut dire déjà qu'il y a problème. Est-ce que c'est de la compétence du ministère ou c'est de la compétence de la CENI? Ce sont des choses à clarifier. Et malheureusement, sur ce sujet, on a finalement l'impression que la CENI s'est mise sous la tutelle du ministère parce que le ministère, en parlant de collaboration au sein du Code, on a l'impression que le ministère met la CENI sous sa tutelle et l'administre finalement. Vous avez également d'autres aspects de la composition elle-même. Aujourd'hui, on nous parle d'une composition politique. Voilà. Et une composition politique, elle a son problème où, quand vous avez des gens dans le processus du siège de la CENI, en passant par les CENI au bureau de vote, qui dépendent de partis politiques, est-ce qu'il est possible à la CENI d'avoir le contrôle sur ces membres de bureau de vote qui sont en réalité des représentants des partis politiques? C'est difficile à dire, pour ne pas dire que c'est impossible, parce qu'en réalité, celui qui est mandaté par son parti et qui se retrouve finalement à la CENI, il respecte les consignes de son parti et non les consignes liées à l'organisation. On en avait vu de par le passé, on dit certains n'ont pas respecté les consignes qui leur ont été données, donc du coup... Justement, on l'a vu en 2015, oui, où il y a eu d'abord le parti au pouvoir qui a remplacé les siens, et après c'est l'opposition également qui est venue remplacer les siens. Donc c'est dire que également cette indépendance pose problème parce que vous avez des acteurs politiques qui sont là et qui dépendent finalement de leur parti et non de la mission qui leur est confiée. Ils ne peuvent pas bien faire la mission parce que
ils craignent, quand vous l'avez bien fait la mission, le parti les rappelle. Donc à partir de ce moment aussi, il y a lieu de revoir quel statut pour quelqu'un qui est à la CENI. Même si on reste dans une logique de désignation par un parti politique, il faut que cette personne, une fois arrivée à la CENI, puisse être indépendante même du parti qui l'a envoyé. C'est comme on vous a désigné, vous êtes là, vous coupez tous les ponts et vous travaillez en technicien, vous êtes protégé, vous êtes là pour 5 ans ou pour 6 ans. Est-ce possible? Vous faites votre travail. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Ça doit être possible si on ne veut pas rester dans ces refrains à la veille de chaque scrutin pour juste colmater des brèches. Et dès que, vous savez, quand vous prenez une brèche, vous la colmatez, même avant de finir, vous commencez pas à voir l'eau sortir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la question de la CENI. Donc, qu'on envoie X ou Y aujourd'hui à la CENI, rien n'a changé. Le problème sera toujours le même à la fin et chacun va crier au scandale, c'est tout. Alors, que doit-on faire justement pour faire taire toutes ces supputations à quelques mois des échéances présidentielles de 2020? Non, justement, il ne faut pas que ces réflexions soient menées en tenant compte de l'objectif qui est l'échéance de 2020. Il faut aujourd'hui qu'on puisse penser la CENI. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Oui, malheureusement, s'il faut juste être dans une dynamique de sérum, on n'aura pas réglé le problème. Il faut rentrer dans une logique de vaccin. Et rentrer dans une logique de vaccin, c'est justement s'entendre sur le fait que d'abord, les textes régissant la CENI doivent être revisités pour donner plus de marge de manœuvre à l'institution dans le cadre de ses compétences. Il faut également voir comment est-ce que la CENI, par rapport à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, puisse également connaître une partie du contentieux. Beaucoup l'ont recommandé, beaucoup de missions d'expertise l'ont recommandé. Il faut également voir comment est-ce qu'on envoie quelqu'un à la CENI et il reste à la CENI, il fait le travail tel que dit par la loi électorale et non en suivant les consignes de son parti. Comme on l'a vu de par le passé, on dit nous suspendons notre participation à la CENI et 3-4 bonhommes quittent la CENI, ils vont rester à la maison soit en 12 heures. Après on dit bon, nous retournons à la CENI. Non, il faut que ça s'arrête quelque part, un de ces jours. Et justement pour que ça s'arrête, c'est que celui qui va à la CENI, il y va une fois pour de bon, il a un mandat clair. Comme pour toutes les autres institutions de la République, tu sais que tu es là pour 5 ans ou pour 6 ans, tu fais ton travail comme cela se doit, et forcément, après 5 ans, on n'a même pas besoin de te renouveler ton mandat, puisque tu es là pour une mission, tu y vas une seule fois et tu sors du circuit. Maintenant, aller plus loin et plus sérieux serait de voir comment est-ce qu'on peut recomposer les CENI en tenant compte de l'approche technique. On va plus bas aussi, c'est que ce soit au niveau des bureaux de vote et autres. Aujourd'hui, on le fait pour les opérateurs de saisie en faisant des recrutements sur compétences. Il faut aujourd'hui qu'au niveau des bureaux de vote, on puisse en faire de même, que la CENI elle-même recrute des gens et qu'elle déploie. On met un minimum pour le diplôme. Vous trouvez quelqu'un qui a le BPC, c'est l'introduction d'ailleurs que le Niger a fait dans son texte. Aujourd'hui au Niger, pour être membre d'un bureau de vote, il faut avoir le BPC et avoir 18 ans au moins. Donc ça veut dire que même si vous avez votre BPC à 14 ans, vous devez avoir 18 ans avant de pouvoir être membre d'un bureau de vote. C'est la solution vraiment. Non, vous savez, quand déjà on parle d'un procès verbal, excusez-moi, remplir un procès verbal, ce n'est pas une plaisanterie. Et il y a déjà une ou deux têtes déjà cette notion de pouvoir être en mesure vous savez, rédiger un procès verbal. Vous savez, on constate des choses sur le terrain. Quand on fait des recommandations, justement, c'est parce qu'on a vu des choses qui étaient graves sur le terrain. Les partis politiques s'amusent parfois. Et après, on vient crier qu'on n'a pas de procès verbal, on n'a rien. Et pourtant, vous envoyez des gens qui sont incapables de rédiger un procès verbal. Vous envoyez des gens qui ne sont pas capables de lire la loi électorale. Vous envoyez des gens qui ne connaissent rien à la loi électorale, qui bénéficient d'une formation à la sauvette de 2 heures de temps, 3 jours avant les élections, parfois même 1 jour avant les élections. Alors, à partir de ce moment, je pense qu'il faut que le travail soit fait de façon plus pédagogique et plus technique. Je suis désolé, à certains moments, il faut faire les choses comme cela se doit, non pas pour plaire, mais pour obtenir un résultat concret. Alors pour vous, au Togo, faut-il instituer cela dans les lois prochainement? Oui, je pense avoir le BPC ou bien peut-être le bac 1? Bon, le bac 1, oui. Bon, le BPC, il est là à suivre une formation, que ce ne soit pas une formation de 2 heures, non. Parce que, vous savez, quand vous prenez la loi électorale, elle nous clarifie un peu toutes les étapes d'un scrutin. Ce n'est pas en 2 heures que vous allez apprendre ça à quelqu'un pour qu'il le maîtrise et pour qu'il
puisse C'est faire comme face. dans une salle de classe où l'enseignant dispense son cours. Au même moment, d'autres vont assimiler facilement. Dans le même Non. lot, il y a d'autres qui vont passer une année Non. sans maîtriser. Justement, dans ce même lot, même quand l'enseignant dispense, il y a un minimum de temps requis pour dispenser un module de cours, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, justement, quand vous prenez la loi électorale, pour moi, si vous me demandez aujourd'hui d'organiser une formation sur la loi électorale, je vais vous demander 48 heures pour former les gens, pour être sûr que ces gens assimilent la loi électorale. Et c'est le minimum possible. Donc, quand vous venez former des gens qui ne s'intéressent aux élections que de façon intermittente, en 2 heures de temps, et vous leur remettez la loi électorale, voilà. tout ça là, vous dites, OK, répondez lundi devant vos bureaux de vote, vous vous amusez. Soit vous cherchez à qui revient ce rôle-là? Est-ce à l'État, à la CENI ou au parti politique? Ce rôle, il est d'abord celui de la CENI. Parce que... mais si vous êtes d'un parti politique... Non, laissez-moi y arriver. Oui. Ce rôle, il est d'abord celui de la CENI, puisqu'il concerne l'organisation des élections, surtout en matière électorale. Il est celui de la CENI. Deuxièmement, les partis politiques ont l'obligation de former leurs militants. Ce qui veut dire que aussi au niveau des partis politiques, il y a lieu de former leurs militants sur tous ces aspects. Malheureusement, ça ne se voit pas. Quand on réunit les militants, c'est plus pour des incantations que pour de la formation. C'est ce qui se passe malheureusement au niveau des partis politiques. Et enfin, au niveau de la société civile, il y a aussi l'obligation de faire de l'éducation civique. Et justement, sur cette thématique, il faut aussi que les organisations de la société civile puissent porter des actes, faire mieux. Mais le problème qu'on a aujourd'hui au Togo, c'est que même si une organisation de la société civile est disponible pour faire une formation, trouver un expert pour former des gens, vous ne verrez pas de participants parce qu'il n'y a pas de pause café, parce qu'il n'y a pas de déplacement à l'appui. Vous ne verrez personne. Donc, en résumé, la première personne qui a la première responsabilité, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Et pour cela, au moins quand elle recrutera des gens pour faire le travail, il faut qu'elle prenne les dispositions pour les former comme cela se doit et non à la sauvette. L'organisation d'une élection, c'est des millions, des milliards. Hein, quand la CENI va se lancer dans ce Oui, l'organisation d'une élection... Vous pensez que ça va être facile? L'organisation d'une élection... Des dépenses sur dépenses. Ce sont des chaque parti politique a Justement, un devoir. Non. Un devoir. Les partis politiques vous diront combien vous les avez donnés pour les financer, pour qu'ils fassent ce travail. Oui. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, quand vous voyez dépenser des milliards pour organiser une élection, pour former des gens et éviter à la fin de l'élection des contestations, des violences, quand vous évaluez le rapport de l'investissement et ce que ça peut donner à la fin, vous vous dites, mais pourquoi ne pas dépenser plus de milliards pour éviter des problèmes que d'avoir des problèmes qui vont impacter sur nous, qui vont nous faire d'abord des dépenses, qui vont nous priver de rentrée d'argent et qui vont créer une situation délétère dans laquelle on se retrouvera. Donc, en résumé, il ne faut pas voir l'argent qu'on dépense, mais il faut voir l'objectif pour lequel on dépense l'argent. Sinon, vous rentrez dans un cycle de violence électorale et après, c'est tout le monde qui se plaint que l'argent ne circule plus. Mais c'est normal que l'argent ne circule plus quand vous êtes dans une crise ouverte. Mais si vous investissez le peu d'argent que vous avez pour faire un processus de qualité, l'argent va continuer par circuler après le processus électoral. C'est parce que la CENI ne fait pas bien ce boulot-là, ou bien c'est une culture où les populations, ou bien les partis politiques doivent commencer par inculquer à leurs militants, sympathisants et autres. Techniquement, oui. La CENI fait à minima ce boulot. À minima. À minima. La CENI ne fait pas ce boulot suivant les standards et comme cela se doit. C'est quoi le standard finalement? Le standard justement, c'est que quand vous avez un agent électoral, vous devez le former pour qu'il puisse maîtriser le cycle électoral. Et le cycle électoral, il est dans le cadre de la loi électorale. Ça veut dire que vous devez former cet agent sur les différents aspects de la loi électorale. Vous devez permettre à cet agent de faire des cas pratiques et des simulations pour voir au cas où il sera confronté à la réalité sur le terrain, ce que malheureusement, on ne fait pas dans le cadre des formations des agents de bureau de vote. Ça, c'est pourquoi je dis la CENI le fait à minima. Quand vous prenez maintenant les partis politiques, quand un parti politique envoie quelqu'un dans un bureau de vote, il ne l'envoie pas pour aller faire le travail de la CENI, il l'envoie pour aller jouer au chien de garde. Et justement, quand ce bonhomme arrive pour jouer au chien de garde, il fait toutes les bêtises possibles parce que pour lui, c'est la consigne donnée par son parti qui prime. Et justement, c'est ça le vrai problème qu'on a sur le terrain. Parfois, vous vous retrouvez avec des gens qui refusent de donner les procès-verbaux,
parce qu'ils ont reçu des consignes de ne pas donner les procès-verbaux aux autres. Bref, il y a beaucoup de problèmes que la CENI elle-même ne peut plus contrôler, justement parce que la loi électorale lui a créé des limites de droit. Limites de droit dans la mesure où, si vous avez sous vos ordres quelqu'un qui est d'un parti autre que le vôtre et à qui vous donnez des instructions, qui ne vous écoute pas, parce qu'il sait que c'est son parti qui l'a envoyé et non c'est vous, le rapporteur, le président ou le commissaire de la CENI qui l'a recruté, alors ne soyez pas surpris de voir la personne faire ce qu'elle veut. Et en fin de compte, nous sommes restés dans une approche où, à la fin de chaque cycle électoral, il y a des incongruités qui sont relevées, il y a des cas de fraude qui sont relevés, mais on n'a jamais engagé l'action pénale contre ceux qui ont posé ces actes. Ce qui fait que finalement, les gens se sentent convaincus qu'ils ont posé de bons actes et ils sont prêts à les rééditer au prochain scrutin. Et les partis les encouragent d'ailleurs parce qu'on dit « Ah, lui là, vraiment, il a vraiment fait ce qu'on voulait la fois passée. Il faut l'envoyer encore à nouveau pour aller défendre nos intérêts. » Ce qui veut dire, à un moment donné, la Commission électorale nationale indépendante doit aller plus vers une approche de technicien, mais aussi une approche de service par compétence. C'est très important sur plusieurs aspects. Alors, on voit dans tous les pays du monde, pratiquement, il n'y a pas d'élection sans contestation. Même aux États-Unis d'Amérique, en France, on assiste à ce genre de scène à chaque échéance. Le Togo, sinon, non, les pays africains ne sont pas... Non, je pense qu'il faut clarifier les choses. Je prends les États-Unis. Les gens n'ont pas contesté parce qu'il y a eu fraude en faveur de, par exemple, de Trump au lendemain de son scrutin. Les gens ont contesté parce que la loi électorale américaine, avec le système des grands électeurs, a permis l'élection de Trump au moment où, massivement, en termes de voix individuelles, Hillary gagnait. Donc, les gens contestaient le système électoral, pas Trump ni pas la sincérité du scrutin. Vous revenez en France, les gens peuvent contester un président élu parce qu'ils n'incarnent pas leur ligne, c'est leur droit. Mais ici, le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est que la CENI elle-même commence par poser problème parce que, et de sa composition, et de ses attributions, on rentre dans une sorte de cacophonie. Ce n'est pas seulement le Togo. Vous avez vu en Côte d'Ivoire tout le débat qui tourne aujourd'hui autour de la CENI. Donc, ça veut dire que toutes ces institutions doivent être réformées pour arriver vers la technique. Vous prenez en France, on n'a pas besoin d'une CENI pour organiser les élections en France. C'est le ministère de l'Intérieur qui le fait, avec les cadres du ministère de l'Intérieur qui sont compétents pour ce travail. Et on a le résultat très tôt. Et chacun se félicite. Donc, justement, il faut revoir les choses par rapport à la technicité et par rapport aussi au mandat. Mohamed Madi Diabakate, je rappelle bien sûr que vous êtes bien sûr un politologue, expert électoral. Peut-être la dernière question, on va parler un peu de la transparence du scrutin. Et surtout, est-ce possible à 6 mois, sinon 5 mois du scrutin, de faire une réforme de la loi comme on a l'habitude de le dire dans l'espace CEDEAO? Bon, malheureusement, les directives de la CEDEAO sont claires là-dessus. Si la réforme n'est pas consensuelle, elle ne peut pas être opérée dans l'intervalle de 6 mois avant le scrutin. Alors, donc, il faut rechercher d'abord un consensus, ce qui est en réalité difficile, parce qu'il y en a qui veulent la réforme, et il y en a qui ne veulent pas parce que ça ne les arrange pas. Donc, à partir de ce moment, le consensus est difficilement trouvable. Mais maintenant, plus sérieusement, tel qu'on veut la réforme aujourd'hui, c'est là où je dis ça ne sert à rien si c'est pour juste aller remplacer X par Y ou si c'est aller prendre 2 places, non, ou 3 places, non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses en profondeur qui peuvent être faites et je pense que pour ça, il faut que les acteurs politiques s'assoient et prennent sur eux la responsabilité de faire quelque chose de bon une fois pour de bon. C'est un peu ça. Justement, à quelques mois là, c'est tout à fait. Non, c'est pourquoi au début de l'émission, je disais... Jean-Pierre Fabre a demandé à rencontrer en temps le chef de l'État, discuter de tous ces points-là. C'est possible en ces temps? S'ils trouvent un consensus entre eux et que les autres sont d'accord. Ben vous êtes expert. Vous proposez non, quoi, techniquement, je dis que c'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire si on veut atteindre l'objectif de la présidentielle 2020. Mais c'est recommandé de le faire si on veut vraiment, une fois pour de bon, en finir avec cette jurisprudence de recomposition de la CENI à la veille de chaque scrutin.
En substance, qu'allons-nous retenir de cette problématique, de cette Alors, en substance, c'est dire que tout le débat qui tourne aujourd'hui autour de la recomposition de la CENI, s'il ne faut s'arrêter qu'à ça, c'est poursuivre l'ombre au lieu de chasser la proie. Mohamed Madi Diabakate, politologue, expert électoral, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout pour vos explications. Merci. Monsieur, une pause, elle est très importante. Juste derrière, on se retrouve au regard croisé avec les confrères.